avons la chance de recevoir Pierre de l'association On a pensé à un truc, qui est une association du 18e arrondissement. Tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et donc, On a pensé à un truc est donc une association qui a été créée en 2015 et qui a pour objectif d'accompagner les citoyens et les différents acteurs de la société civile dans la transformation de leur environnement urbain. Et donc j'ai cru comprendre que tu étais cofondateur de l'association. Et qui sont en fait les personnes qui sont derrière la création de cette association? C'est très simple, je pense que ça a démarré comme beaucoup d'associations, c'est-à-dire que c'est quelques amis qui se sont rassemblés. Nous, initialement, on était 3, Bruno, Guillaume et moi. On se connaissait donc déjà depuis un certain nombre d'années, puisque Guillaume et moi avions fait nos études d'architecture ensemble. Mais c'est vraiment en 2015, en fait, qu'on a cherché à travailler réellement ensemble. C'était début 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, il y avait une sorte de frénésie dans l'air à l'époque, une volonté d'aller plus vers l'autre, de faire quelque chose avec l'autre. Et c'est un peu là-dedans qu'on s'est inscrit. Tout le monde se demandait un peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut reprendre un peu la main sur ce qui se passe? Et c'est un peu dans cette réaction-là qu'on a créé l'association. Donc on est allé voir d'autres gens, on s'est rassemblés à 3, mais on a très vite élargi le cercle pour les discuter, pour essayer de voir comment on pouvait faire des choses ensemble, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a très vite été amené à travailler sur la question de vivre ensemble. Et comme nous avions donc pour 2 d'entre nous une formation d'architecte, on s'est posé la question, mais comment faire pour donc travailler sur cette question du vivre ensemble avec les outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux de la construction, de la menuiserie, de la ville. Et donc on a décidé de proposer, à l'époque le budget participatif venait de démarrer pour sa seconde édition en 2015, donc de proposer un projet à ce budget participatif 2015 qui prendrait en compte toutes ces discussions qu'on a pu avoir avec ce cercle de connaissances de proches qu'on était allé voir. Et donc on a créé un projet qui s'appelle le laboratoire d'intelligence collective, et qui visait à mettre en lien les associations d'un quartier pour leur faire le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, faire des choses ensemble sur des thématiques diverses. Et donc c'était ce projet d'une petite structure itinérante qui vient se poser dans les différents quartiers de la ville et qui s'adresse directement aux associations de quartier, qui a été la base de notre association et sur laquelle on a fondé ensuite notre groupement. D'accord, donc toi tu es architecte, chef de projet. Moi je suis architecte maintenant, chef de projet au sein de l'association, et aujourd'hui l'association compte une dizaine de personnes. D'accord. Donc initialement l'association a été fondée par 2 architectes et un prof d'anglais en fait, qui sont pas forcément des liens directs, mais en fait on a très vite vu que c'était la multiplicité des compétences en fait qui venait enrichir la pratique et qui nous permettait de faire des choses un peu en dehors du cadre. On avait cette volonté de travailler en dehors du cadre professionnel qui est très restrictif, en tout cas dans notre profession en France. D'accord. Et quel regard alors tu portais et les autres membres de l'association portaient sur l'environnement urbain, ce qui vous a amené en fait à créer cette association? Parce que j'ai cru comprendre que c'est une association qui aide, qui accompagne en tout cas les citoyens à transformer leur environnement urbain. C'est ça. Nous, on avait du côté des archis, si je puis dire, on avait déjà des présupposés, des préconnaissances sur la question de l'espace public et de la ville. Et en discutant avec donc toutes ces personnes qu'on a rencontrées au début de l'année 2015, on s'est rendu compte que c'était une question très universelle, mais qui était pas forcément abordée par tout le monde, par manque de connaissances, mais surtout par manque de légitimité, où les gens n'osaient pas forcément se projeter dans la ville, se projeter dans l'espace urbain, qui était une question qu'on réservait plus aux professionnels. Et c'est un peu ça le constat qu'on a fait en fait, c'est qu'il y avait une sorte de désintérêt ou de perte de contrôle dans la relation que les gens avaient avec la ville, que les gens avaient avec leur espace public. Et c'est de ça qu'on a voulu travailler en fait, essayer de refaire un lien entre les gens, les habitants d'un quartier et ce qui se passe précisément dans leur quartier, et donc plus précisément dans l'espace public, cet espace partagé, cet espace des communs. Comment moi, habitant, qui ne suis pas professionnel de la ville, qui n'appartient pas aux services municipaux, qui ne suis pas dans la création, je peux avoir un rôle dans mon quartier, je peux être acteur de mon quartier et travailler avec d'autres personnes en bas de chez moi pour justement transformer ce qui se passe en bas de chez moi et avoir plus d'impact sur ce qui se passe en bas de chez moi.
D'accord. Donc, ça c'était un des côtés en fait qu'on cherchait à traiter. Et ça venait s'ajouter à des questions qu'on avait déjà soulevées avant, qui sont des questions assez actuelles, parce qu'aujourd'hui on parle de smart cities, on parle de villes connectées, et on avait pu remarquer qu'avec cette vue très aérienne de la ville, très big data, l'administrateur, la manière de faire la ville en fait, avait un peu changé, ou avait une approche beaucoup plus statistique et beaucoup plus lointaine, qui perdait un peu la place de l'individu. Et donc c'est ça aussi qu'on a voulu remettre un peu au sens des questions, au centre de la manière de faire la ville. C'était comment l'individu, il a aussi son rôle à jouer, et il n'est pas simplement une donnée parmi tant d'autres, qu'on va traiter comme une donnée statistique, quoi. Et comment l'individu unique, il peut avoir une intelligence individuelle qui peut s'ajouter à d'autres intelligences pour former une intelligence collective et former des projets du coup qui bénéficient plus à la collectivité. D'accord. Et votre association elle est domiciliée dans le 18e arrondissement, et depuis sa création d'ailleurs, ou vous avez changé entre-temps Notre association est dans le 18e arrondissement, effectivement, tout simplement parce que les trois fondateurs initiaux habitaient tous le 18e arrondissement à l'époque, même si ça a changé. Mais on ne pourrait pas vraiment se définir comme une association de quartier. D'accord. Parce que en fait, dès le début, on a eu une volonté de travailler de manière un peu plus universelle, si je puis dire, c'est-à-dire de pas rester cloisonné dans notre quartier. C'est quelque chose qu'on a très rapidement vu aussi quand on parlait d'espace urbain, quand on parlait de vivre ensemble. C'était qu'il existait un cloisonnement très fort entre les populations. Il n'y a pas une ville qui rassemble toutes les populations. On a vu qu'il y avait la ville des riches, la ville des pauvres, la ville des hommes, la ville des femmes. C'est un débat qui a beaucoup ressurgi ces dernières semaines, notamment dans notre quartier à La Chapelle. La ville des jeunes, la ville des vieux aussi. Enfin, il y a plein de manières d'aborder la ville différentes. Et par les pratiques, par les visions aussi qui sont pas forcément partagées, on se rend compte que ces différentes populations, qui au final ont des besoins dans la ville qui sont très proches et qui pourraient faire la vie ensemble, eh bien, ne font pas forcément la ville ensemble et restent cloisonnés dans des manières de voir la ville et dans des manières de voir l'espace public, qui fait qu'ils ne vont pas forcément aller à la rencontre de l'autre s'ils ne se considèrent pas comme ces autres populations. Donc c'est une sorte de communautarisme au sein d'un arrondissement ou d'un quartier que vous souhaitez en fait décloisonner, en fait, essayer de rapprocher les gens par le biais de projets. C'est ça. Il y a d'une part une sorte de communautarisme au sein des différentes populations, au sein d'un quartier, d'un arrondissement, et d'autre part, il existe un cloisonnement purement administratif, qui est simplement la ville de Paris, donc est divisée en 20 arrondissements, qui fonctionne administrativement avec des mairies d'arrondissement. Et dans notre travail, on a très vite été amené à nous rendre compte que les services du 18e n'allait pas forcément travailler avec les services du 19e, même si on va avoir de la voirie en commun, forcément, une rue qui va traverser deux arrondissements. C'est un constat encore aujourd'hui? C'est un constat encore aujourd'hui, effectivement. C'est comme ça que l'administration fonctionne. Il y a évidemment la mairie centrale qui est là pour homogénéiser le tout et donner des grandes directives, mais globalement, fonctionnellement, sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. Et on a vu en fait que ce cloisonnement administratif, il se répercutait même dans le système associatif, où il pouvait y avoir donc des associations d'arrondissements voisins, des associations qui vivent côte à côte, qui vont jamais être amenées à se rencontrer, parce que les processus dans lesquels les associations sont amenées à se rencontrer, comme les maisons des associations, fonctionnent également par arrondissement. Donc les associations du 18e et 19e, si elles ne font pas la démarche d'elles-mêmes d'aller se voir l'une l'autre, elles vont pas forcément travailler ensemble. Et c'est ça aussi qu'on a cherché à dépasser, c'était ces cloisonnements qui existaient à la fois dans la pensée et à la fois dans les faits, dans l'administratif, pour essayer de sortir un peu de ça et de proposer de travailler au-delà des limites un peu existantes. Donc on n'est pas vraiment une association de quartier, même si on travaille avec des associations de quartier, même si on cherche à faire du lien avec ces associations de quartier. Et donc depuis notre création, on a quand même évidemment fait des choses dans le 18e. Donc on a travaillé avec des assos comme Vergers Urbains, qui sont très connus aujourd'hui puisqu'ils travaillent sur des opérations de végétalisation.
Donc c'est-à-dire végétaliser des pieds d'arbres, rendre participatif l'entretien de jardins publics, comme ça peut arriver autour de la Goutte d'Or ou de la Alpajole, faire des jardinières sur des morceaux de voirie délaissés pour animer un peu l'espace public. On a pu travailler avec un collectif qui s'appelle La Bonne Tambouille aussi, qui est dans le nord du 18e arrondissement et qui réalise tous les mois des grands rassemblements de plusieurs associations du quartier pour faire de l'animation et pour montrer un peu aux habitants du quartier ce qui se passe en fait dans leur environnement. On a pu travailler avec des associations d'aide aux migrants également, donc c'est une problématique qui est très présente dans le 18e arrondissement depuis quelques années maintenant, et donc notamment Quartier Solidaire qui est au-dessus de la Chapelle et qui distribue tous les matins des petits déjeuners en venant en aide aux populations migrantes. Donc on travaille avec eux pour voir comment on peut améliorer ces situations-là et sur le long terme, quel type d'équipement on peut apporter pour que ces interactions entre donc les habitants anciens du quartier, si je puis dire, ces résidents de passage et les habitants nouveaux qui veulent parfois aider, s'intégrer dans ces flux, peuvent agir ensemble et faire que tout se passe bien au niveau des usages. Et donc dans le 18e, si j'ai cru comprendre, tu as travaillé, en tout cas l'association On a pensé à un truc, à travailler avec d'autres associations du territoire. Et donc comment tu as fait, ou comment On a pensé à un truc a fait pour décloisonner, pour changer un peu les pratiques et aller vers d'autres arrondissements? Ou en tout cas proposer vos activités à d'autres arrondissements et d'autres résidents. En fait, on intervient en se proposant d'accompagner les associations et en se proposant de fournir, de partager en fait les savoir-faire dont on dispose. C'était vraiment l'idée de base de notre association quand on s'est constitué. C'était d'assembler un nombre assez divers de savoir-faire pour pouvoir accompagner des projets, pour pouvoir venir en aide à des groupements de personnes qui étaient bloqués à l'étape de leur projet, qui peuvent être une étape très très initiale de simplement on a un problème, on ne sait pas forcément comment le traiter, et donc accompagner ces personnes-là à développer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a été appelé, suite à ce premier projet qu'on avait fourni au budget participatif, qui visait à faire du lien donc entre les assos, par des associations du 12e et du 20e par exemple, à intervenir sur des constructions d'équipements dans l'espace public, dans l'espace urbain. Donc ce sont des micro-architectures ou du mobilier urbain qui viennent proposer une solution, que ce soit en termes d'usage sur un endroit délaissé, ou alors surtout pour proposer plus d'échanges entre les gens, proposer aux gens de se rencontrer autour d'activités comme des disco-soupes, comme des échanges d'objets, des gratiférias ou des soirées débats, des événements de ce type-là. Donc ce sont des associations qui sont bloquées à un moment, à qui on vient proposer notre aide. D'accord. Et comme on disait tout à l'heure, donc toi tu es architecte et il y a des designers et professeurs de français, enfin d'anglais, tu disais tout à l'heure. Et donc pour ceux qui voudraient en fait rejoindre l'association, on a pensé à un truc. Quelles sont les compétences en fait qui sont recherchées? Je dirais pas par votre association, plutôt par votre collectif. J'ai cru comprendre que c'est comme ça. C'est ça. On a une forme d'association, c'est plus pratique pour travailler, notamment avec les collectivités locales. Mais c'est vrai que au niveau du fonctionnement, on est une équipe assez mouvante. On est aux alentours d'une dizaine de personnes globalement, et ça fonctionne beaucoup par rencontre, en fonction des différents projets qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de volonté particulière de cibler un certain type de personnes ou un certain type de compétences. L'idée de base vraiment c'était que c'était la somme des intelligences individuelles qui formaient cette intelligence collective, et que donc selon les projets on trouvait forcément différents enjeux qui pouvaient être d'ordre juridique, qui pouvaient être d'ordre spatiaux, qui pouvaient être d'ordre esthétique, etc., culturel, sociologique, et que du coup on avait à chaque fois des possibilités de répondre de manière très différente, et que si on arrivait avec une visée d'architecte et qu'on répondait à tel type de problématique avec une vue d'architecte, en fait on perdait l'intention d'origine et l'originalité de notre démarche, parce qu'on se mettait à fonctionner comme finalement une agence d'architecture qui va répondre avec les outils de l'architecte. Donc c'était au contraire la volonté de mettre en lien
un journaliste, un philosophe, un designer, un jardinier, et de les faire travailler ensemble sur des problématiques comme ça qui concernent tout le monde, qui concernent l'espace public, pour justement avoir une visée plus large et englober des solutions qui nous seraient pas venues à l'esprit initialement parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler avec. Donc voilà, on est un peu ouvert à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'agir, c'est un peu le principal. À partir du moment où on a envie de faire quelque chose, où on a envie de s'engager, c'est la voie est ouverte et on sait qu'on pourra avancer et qu'on pourra faire quelque chose. Donc si on a envie de vous rejoindre, il suffit d'aller sur votre site internet. On a pensé à un truc .org, c'est ça, notre site internet. Le mieux encore pour nous contacter, c'est notre page Facebook. D'accord. On a pensé à un truc, on n'échappe pas aux réseaux sociaux. Bien évidemment. Et évidemment, après, le mieux c'est de nous rejoindre sur un chantier. C'est comme ça qu'on rencontre la plupart des personnes avec qui on travaille. D'accord. Donc on réalise des chantiers participatifs de manière hebdomadaire quasiment, que ce soit dans des friches urbaines ou avec des associations. Le plus souvent, c'est vraiment sur l'espace public en extérieur. Et donc dans ce cas-là, vous vous inscrivez à un événement qu'on publie sur notre page Facebook. Vous venez nous rencontrer le jour de ce chantier. On vous met une perceuse dans les mains ou un tournevis pour que vous soyez pas venu pour rien. Et puis on prend le temps de discuter et de se connaître et de voir comment on peut travailler ensemble. Et donc c'est pour construire quoi exactement ces chantiers participatifs? C'est quel type de projet Alors ça peut être des choses multiples. Jusqu'ici, on a fait surtout du mobilier urbain. D'accord. Même si on essaie de se diriger vers des choses plus architecturales, à plus grande échelle. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des jardinières. On a un projet par exemple dans le 12e actuellement de végétalisation de la place Doménil, qui s'appelle en réalité la place Félix Éboué d'ailleurs, oui, métro Doménil. Qui d'ailleurs, on avait reçu dernièrement l'association Hologramme Global. Vous avez travaillé avec eux sur ce projet alors? On travaille toujours avec eux sur ce projet, effectivement. Donc Hologramme Global, c'est une association qui fait de la collecte et distribution d'invendus du marché à la place Doménil et qui a également obtenu un permis de végétaliser sur une dizaine de pieds d'arbres tout autour de la place. Et donc on travaille avec eux. Eux, ils vont s'occuper de la végétalisation en elle-même, c'est-à-dire de l'entretien des sols et de la plantation de comestibles, puisqu'ils ont vraiment une volonté de rendre cette place comestible et de faire en sorte que les légumes, les fruits soient quelque chose de partagé dans la ville. Et comme c'est une démarche qu'on soutient avec laquelle on est totalement en phase, on leur a proposé de les accompagner du coup dans la construction de ces équipements, c'est-à-dire la construction des jardinières, et on essaye de sortir un peu des formes habituelles, c'est-à-dire des simples jardinières rectangulaires que la mairie peut poser, mais de proposer quelque chose de plus ludique, avec des formes nouvelles qui vont plaire aux enfants. Le premier feu d'arbre qu'on avait construit, on avait construit un petit château fort avec des tourelles, avec des remparts. C'est un truc que les gamins ont beaucoup aimé, et lesquels les gens s'identifient rapidement. Là, on crée des petites maisons pour les oiseaux. Après, on va faire des choses un peu plus architecturées. Enfin, on essaie de jouer sur l'espace du coup et sur la forme pour donner envie d'aller vers ces usages-là et de pas rester sur les acquis, sur ce qui se fait déjà en fait. D'accord. Et les jardinières, il y a des légumes qui poussent, il y a des fruits et légumes qui poussent et tout le monde peut avoir accès à ces. C'est l'idée. La plupart de nos projets sont vraiment orientés là-dessus, cette idée d'économie du partage ou d'économie de la gratuité. C'est-à-dire que on met en commun des objets, on met en commun des plantations. On met en commun des équipements qui sont utilisés par tout le monde, qui en ce sens appartiennent du coup à tout le monde et du coup dont tout le monde est responsable. Et donc ça a été le cas pour plusieurs de nos projets. Le premier qu'on a réalisé dans le 12e, c'était une boîte à dons, qui est donc une sorte de grande armoire où chacun peut venir déposer des vêtements, des ustensiles de cuisine, des livres, enfin tout ce dont il n'a plus besoin chez lui mais qui est toujours en bon état et qui va pouvoir servir à d'autres. Pareil, les populations auxquelles ça s'adresse sont multiples, c'est ouvert à tous. Donc chacun peut venir passer quand il rentre du boulot, quand il va manger le midi, voir ce qui a été déposé dans la boîte à dons et le prendre pour lui. Et en même temps, du coup, il y a cette idée de, comme c'est un dispositif qui profite à tout le monde, on en prend soin. Et donc on range un peu ce qui se passe dedans, on signale s'il y a eu de la casse, s'il y a des choses qui sont en mauvais état. Et très vite, on a remarqué que ça fonctionnait, que les gens prenaient très bien le coup. Et aujourd'hui, on a travaillé sur ce projet avec l'association Capoupa Cap. D'accord. Et c'est eux qui sont aujourd'hui
prestataires sur ce projet-là et qui sont en charge de l'entretien. Et donc ils nous font des retours régulièrement. Ils nous ont dit qu'il y avait une 50aine d'échanges d'objets par heure dans cette boîte. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont très très importants. On est en train de construire d'autres boîtes à dons avec d'autres associations dans Paris, de plus petite échelle. Celle-là était très importante. Mais on voit que c'est vraiment une demande, un besoin des gens qui au début se demandent un peu comment ça marche, ce qui se passe, qu'on a le droit de poser, qui osent pas trop, mais qui très vite, à partir du moment où on vient à poser des choses dedans, et à partir du moment où on comprend que c'est gratuit et que du coup ça c'est au-delà de l'échange commercial, qu'on n'attend pas quelque chose en retour parce qu'on a payé, eh bien on s'approprie plus facilement l'objet et ça devient quelque chose de réellement partagé et de réellement commun qui appartient à la communauté. Donc l'objet de l'association, l'objectif de l'association est vraiment atteint. Les gens prennent vraiment part à la transformation de leur environnement urbain. Sur ce côté-là, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu à travailler parce qu'effectivement, on s'aperçoit que très facilement, les gens en viennent à échanger, donc des objets bien sûr, mais aussi au-delà de l'équipement en lui-même, les gens se rencontrent devant cet équipement, les gens discutent, c'est un prétexte à parler à des personnes avec qui on n'aurait jamais parlé en fait dans l'espace public. Donc ça fonctionne dans ce sens-là. Les jardinières dont on parlait tout à l'heure, c'est la même chose quand on croise un petit château fort comme ça en pleine rue construit en bois. On travaille beaucoup avec des matériaux de récupération, donc du bois de palette, etc. Quand on croise quelque chose comme ça, eh bien forcément ça crée aussi un petit échange, on va dialoguer avec la personne qui est en face, et si en plus on peut dans ces jardinières cueillir de tomates, faire une bouture d'une plante aromatique, quelque chose comme ça, ben ça va créer quelque chose qui va être dans l'échange. En fait, comme on prend quelque chose, on va avoir envie de donner. Et donc ce don, ça peut être ou par un objet, ou simplement par le dialogue et par le fait d'aller vers l'autre, de dire bonjour, de discuter. Donc un bon bilan en tout cas depuis la création de votre association. Et quelles sont les perspectives alors pour les 2-3 prochaines années? Alors c'est pas forcément facile de se projeter dans 2-3 ans parce que comme on l'a dit, nous on est une association qui a juste 2 ans pour le moment, donc on est encore très jeune et on sait aussi que ça bouge beaucoup quoi, en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction des gens qui nous rejoignent aussi. On peut prendre différentes destinations. Après, c'est vrai que on a des objectifs vers lesquels on se dirige. C'est déjà assurer un peu plus de stabilité. Aujourd'hui, on n'a pas de locaux fixes. Donc, et on voit que c'est quelque chose qui nous resterait un petit peu parce que ça nous permettrait d'accueillir du public dans un endroit fixe et de pouvoir travailler, accueillir des gens, accueillir des événements aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va se concentrer. Après, on a aussi une volonté d'élargir un peu nos publics. Initialement, dans nos statuts d'association, on disait qu'on cherchait à accompagner les acteurs de la société civile dans nos démarches et dans leur démarche d'ailleurs participative. Et on s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas que les acteurs de la société civile qui avaient ce besoin-là, mais que c'était aussi une demande forte du côté des politiques, de la ville, et qui avait une recherche de compétences et même si on n'a pas les compétences, une recherche d'expérimentation. En fait, on voit aussi qu'on n'a pas toutes les solutions. Nous, on a une formation d'archi assez classique, on est jeune, on travaille en agence depuis peu de temps, et pour les autres qui sont avec nous, ils sont également jeunes aussi, et ils n'ont pas forcément l'habitude du monde associatif. La plupart d'entre nous, avant d'entrer dans cette association-là ou de la créer, on n'avait aucune expérience associative. Du coup, on est vraiment dans une démarche d'expérimentation, de laboratoire, où petit à petit, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas, et on essaie de se diriger vers les choses qui, du coup, créent de l'émotion, créent de l'échange, et vont dans notre sens. Donc, c'est pour ça que c'est fluctuant. Et donc on cherche à s'ouvrir à d'autres publics comme les politiques et aussi par exemple les entreprises. Aujourd'hui on a remarqué qu'il y avait une très grande recherche de faire des choses un peu plus concrètes. Nous, particulièrement, dans les domaines de la création, quand on rencontre des gens sur nos chantiers, ils nous disent moi je suis designer, moi je suis ingénieur, moi je suis avocat, mais j'ai eu très envie de venir bricoler aujourd'hui parce que dans mon travail de tous les jours, j'ai perdu le contact avec le concret. J'ai perdu le contact avec le réel un peu. Je vois pas forcément ce que l'intérêt immédiat de ce que je fais. Est-ce que le vivre ensemble, est-ce que ça te parle? Bien sûr que ça me parle, vu que c'était la question primordiale qui a mené à la création de notre association.
Après, c'est difficile, je pense, de définir exactement ce que c'est, de donner une direction claire à voilà, le vivre ensemble c'est ça, on va aller comme ça, il y aura plus de vivre ensemble, il n'y a pas de solution clé en main en fait. Nous depuis quelques temps là on réalise dans une petite friche qui s'est libérée derrière la chapelle des soirées apéro philo dans la friche où on invite les habitants du quartier et ceux qui veulent intervenir à discuter, et on a remarqué que cette question du vivre ensemble qui est très présente dans le quartier parce qu'il y a un gros mélange de population, elle revenait toujours dans ces débats, et on a remarqué que il y avait plein de manières différentes de l'aborder quoi. Et je pense que si on devait donner un peu une définition ou aller dans ce sens-là, je pense que le vivre ensemble, ce sera quand on n'aura plus besoin d'en parler en fait, quand on n'aura plus besoin de se poser la question. C'est tant qu'on se pose la question du comment on fait pour vivre ensemble, c'est qu'on l'a pas encore atteint, c'est qu'il existe encore des sortes de frontières, et ce cloisonnement dont on parlait initialement qui est là. Donc après c'est comment on fait pour traiter ce cloisonnement et pour jouer avec ces frontières. D'accord. Bon c'est parfait, on va finir sur cette belle définition du vivre ensemble selon Pierre et selon on a pensé à un truc. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi de nous inviter, c'est très agréable de pouvoir présenter l'association et parler un peu de ce qu'on fait comme ça.